Hello everybody. Just a little bit in English to thank the organizers for trusting us and for organizing this important meeting to deal with the question of pharmacological interventions. We are really glad to be here today, and we hope that this conference we will present it you will interest you. So vous allez mieux comprendre pourquoi je vais parler en français. Understanding. Tout d'abord, merci de nous avoir permis cette possibilité de présenter en français cette conférence en commission en plénière qui est faite pour exprimer en anglais. C'était pas simple pour Dr Valero, Dr Jacquet ici présents qui ont participé à cette mise en place sur le burn-out et éventuellement les bienfaits, ce que les techniques réflexes, la réflexologie peuvent apporter. Donc je remercie ici présent Dr Jacquet, Dr Valero qui s'est un peu enfui et caché. Par contre, attendez que je vois, ils m'ont dit que je peux cliquer pour avancer. Non, ça se déboîte. C'est plus simple faire des massages que... Ah, c'est ici. Ah, c'est pas ça, d'accord. Thank you. Donc, voilà, vous aurez une présentation en français et une présentation en anglais, comme ça pour tout le monde sera lisible et compréhensible. C'est l'idée de Dr Jacquet de présenter de cette façon, ça simplifie les choses. Alors, au niveau de la réflexologie, il n'y a vraiment pas de recherche scientifique, ni scientifique à visée thérapeutique qui ont été élaborées en France, malgré qu'on trouve une quantité des études scientifiques sur le sujet de réflexologie, justement PubMed et d'autres références scientifiques des revues internationales. Voilà, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le terrain. On est plutôt ce qu'on appelle du domaine d'observable. Donc les observations du terrain nous ont permis d'émaner des hypothèses sur un plan empirique. Et ces hypothèses empiriques nous ont apporté petit à petit une certaine, on va dire, compréhension jusqu'au jour où effectivement j'ai décidé de rencontrer des professionnels, des vrais chercheurs scientifiques, des professionnels de santé qui pourront nous aider pour qu'une étude à visée empirique obtient un cadre scientifique et pour attirer l'attention et avancer davantage dans ces reconnaissances pas seulement professionnelles mais également thérapeutiques plus tard. Donc on s'est aperçu que beaucoup de gens après des séances de réflexologie, au moins celles que nous dans le cadre de mon centre de formation on a pu constater, mais c'est pareil dans d'autres écoles de réflexologie, vu qu'il y a plusieurs courants et plusieurs pratiques, que les gens se sentent bien après les séances et ce bien-être et ce mieux-être interpellé d'une façon qu'on puisse l'aborder d'un œil un peu plus critique. Et pour avoir un retour de crédibilité auprès des professionnels de santé, j'étais souvent sollicitée pour expliquer si et comment ça fonctionne pour justifier un bien-être ou un mieux-être ressenti après les séances de réflexologie et surtout à long terme, après plusieurs accompagnements, parce qu'on fait des accompagnements aussi personnalisants comme protocolaires en fonction des troubles fonctionnels divers par rapport au stress et d'autres problématiques. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Dr Jacquet, qui est lui un expert en matière de burn-out, qui a fait des essais également, pas seulement cliniques, médicamenteux et autres. Et on a échangé et Dr Jacquet nous a en fait permis de mettre en place par des protocoles spécifiques une étude d'essai qu'on va vous présenter à ce congrès, la méthodologie. Parce que pour le domaine de la réflexologie, donc celle qui n'est pas reconnue thérapeutique, je parle des massages réflexes, vu que dans les réflexothérapies, ce qui est reconnu par le corps médical, c'est l'acupuncture et l'auriculothérapie. Les massages réflexes ne sont pas reconnus comme tels.
Et pour montrer qu'elles sont quand même efficaces, elles apportent du bien aux gens, surtout pas seulement dans le domaine de la gestion du stress, mais en prévention et en maintien d'un bon état de santé, il a fallu mettre en place des outils pour évaluer ces efficacités qu'on retrouve sur le terrain. Et c'était la rencontre avec Dr Jacquet qui nous a permis de mettre en place ce cadre très important qui nous permet, dans ce cadre-là, mettre en place une étude sur le cadre scientifique, clinique qui nous a été transmis par Dr Jacquet. Donc pour réaliser cette étude, donc on a fait appel à des experts, dont Dr Jacquet, on a fait appel aussi à Dr Valero, car on avait besoin d'un médecin coordonnateur, un responsable scientifique. On a eu donc un cadre des réflexologues au sein de mon école et on a fait aussi élargir le cercle d'autres écoles, mais très peu, pour en fait former une catégorie de réflexologues qui sont aussi des réflexologues reconnus à titre RNCP. C'est tout récent, c'est une reconnaissance professionnelle, même dans le domaine du développement personnel et bien-être de la personne, mais voilà, il y a quand même une reconnaissance professionnelle de ce corps de métier que j'exerce depuis plus que 15 ans. Donc on a fait des réunions avec tous ces réflexologues pour détailler les principes de la méthodologie qui sont spécifiques de la pharmacologie, parce que Dr Jacquet, justement, est du domaine de CHU de Bordeaux, mais au sein du secteur de pharmacologie. On a donc... oui, c'est ça. Attendez, parce que je dois comprendre... Voilà, c'est ça, on avance. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'au sein de notre centre, on participe à des études, on va dire, empiriques, donc celles qu'on observe sur le terrain. Et ces premières études, j'ai présenté au premier congrès où j'étais sollicitée, c'était grâce à Dr Claudal à AMEC en 2015. Et puis après au JETCOP, que j'ai eu le plaisir de découvrir l'année dernière à Nancy, et dont je fais également partie de JETCOP. Et petit à petit, voilà, on est arrivé aujourd'hui ici à ICEPS présenter un peu nos travaux empiriques qui commencent à donner une structure protocolaire, voilà, qui vont répondre aux besoins que le professionnel de santé nous demande souvent quand on fait nos cas d'études, même si on a beaucoup de réflexologues qui, au sein de leur formation, de leur cursus, ils ont abouti à des mémoires très intéressants, mais effectivement en France, les réflexologues ne sont pas initiés au langage de la recherche scientifique et encore moins pour aborder la méthodologie nécessaire pour évaluer l'efficacité de ce qu'on constate souvent dans nos cabinets, donc sur le terrain. On a l'avantage, étant comme criminologue de formation universitaire, j'ai pu être initiée moi-même sur ce processus méthodologique que j'enseigne maintenant au sein de mon école et que j'élargis au sein des autres écoles pour appliquer davantage un grand nombre de réflexologues qui sont également intéressés par ces méthodes. Donc pour effectuer une méthode, Dr Jacquet nous a permis donc de créer un cadre dans lequel il a fallu élaborer un cahier de charge, ça s'appelle un protocole, dans lequel on retrouve tous les éléments nécessaires pour aboutir correctement à la mise en œuvre de cette étude. Il a fallu trouver les objectifs primaires, objectifs secondaires, il a fallu trouver un choix de méthodologie, est-ce que ça va être une étude en ouvert ou une étude contre une référence au sein d'une structure fermée, institutionnelle, médicale ou autre. Il a fallu créer des cahiers d'observation avec des fiches de consentement, avec quels instruments on va travailler, quelles sont les échelles d'évaluation qu'on utilisera en l'occurrence pour telle étude précise sur tout ce qui est burn-out, les critères d'inclusion ou de non-inclusion et toutes sortes de détails par rapport à des contrôles, les statistiques. Voilà, ce sont des éléments qui étaient très très importants et qui ont pris du temps. On a travaillé, ça fait maintenant la deuxième année, donc il nous fallait presque plusieurs mois pour initier les réflexologues impliqués dans cette étude.
de les sensibiliser et de leur faire comprendre pourquoi il y a cette méthodologie mise en place, qu'il fallait que tout le monde parle la même langue, se tienne dans le même cadre scientifique pour aboutir à un essai qui peut être présentable et crédible surtout, pour pouvoir éventuellement avancer davantage dans ces évaluations. Nous avons organisé également un mini-congrès à Versailles, parce que notre centre se trouve à Versailles, au Palais de Congrès de Versailles, pour expliquer cette étude pilote et pour présenter cette méthodologie qu'on avait construite. Et cette méthodologie, pas seulement pour s'entraîner, mais cette méthodologie pour qu'il y ait une forme d'instruction. En fait, c'est un enseignement, c'est presque instruire les réflexologues dans ce cadre-là qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas, qui n'ont pas tous les outils ni pédagogiques ni expérimentaux pour pouvoir aussi réaliser ces études qu'on le met dans le cadre de notre centre. Donc c'est effectivement, quand on dit une étude pilote, c'est pas une étude clinique ou un essai clinique réel pour qu'il soit déposé au ministère. On l'a pas, c'est pas donc une étude qui est soumise au ministère, mais qui peut être exposée d'une autre façon plus tard. On a démarré officiellement en 2016 parce qu'on a eu même si on avait mis en place avant, car on avait des échelles qui ne correspondaient pas tout à fait. En fait, on avait choisi des échelles, dont une qui ne pouvait pas s'impliquer vraiment, car dans le cadre des entreprises, le burn-out, c'était un sujet tabou. Donc on n'a pas pu solliciter les entreprises par rapport à leurs salariés, car c'était les échelles de Karasek et les échelles BMS 10. Et donc, je ne veux pas dire qu'on a perdu du temps, parce que c'était un temps nécessaire pour qu'on puisse encore mieux comprendre le mécanisme de la mise en place d'une étude pilote. Et du coup, quand on a compris qu'on ne pourra pas peut-être mettre en place ces échelles correctement, on a demandé encore à Dr Jacquet que les critères soient un peu modifiés ou plus adaptables à ce qu'on trouvait sur le terrain. On trouvait beaucoup de personnes avec le burn-out, mais on n'a pas pu entrer dans les entreprises pour pouvoir collaborer avec leurs salariés et pour éviter que les DRH de leur société ne se sentent pas visés, dire voilà, vous avez 2-3 salariés qui ont des risques d'exposition burn-out, et pour éviter que ce soit visé par burn-out, on avait en fait décidé de modifier les critères d'échelle d'évaluation qui nous ont permis aujourd'hui d'avancer petit à petit. C'est une étude qui est toujours en cours, mais là je vous expose la méthodologie qu'on a mis en place pour qu'une étude en réflexologie puisse être considérée comme une étude crédible et voir si effectivement cette approche, cette méthodologie puisse être applicable pour d'autres études qui pourraient être mises en place par l'usage de techniques réflexes. Donc c'est une étude qui évolue. Donc la pièce maîtresse, c'était très très important. Trouver la pièce maîtresse, c'est justement ce cahier de charge qui a été élaboré et je remercie infiniment Dr Jacquet qui nous a presque tout donné sur le plateau d'or en nous faisant confiance de pouvoir collaborer ensemble, parce que ça a demandé beaucoup de temps, des mois de travail, des réflexions assez importantes du terrain, de savoir quel est le sujet, est-ce qu'on le comprend, est-ce que par la réflexologie on peut l'aborder, est-ce qu'il y a des indications, des contre-indications. Donc tout ça c'était travaillé en amont. Donc le cahier de charge, c'est la pièce clé par rapport à l'étude qui était très importante à mettre en place. Elle regroupe plusieurs pages dans lesquelles on retrouve tous les critères par rapport à cette étude qu'on a nommée apport de la réflexologie dans le degré d'exposition burn-out et dans l'amélioration de la symptomatologie du burn-out. Il n'y a pas seulement les risques à l'exposition burn-out, mais également tous les symptômes annexes qui se grèvent comme des effets secondaires de burn-out. Et donc on a voulu travailler sur ce sujet
vu qu'on a eu l'avantage de se rencontrer, Dr Jacquet et moi-même, lors d'un exposé à Paris sur le burn-out, animé par Dr Claudal et Dr Denis Lambollet, et de fil en aiguille, on a échangé que peut-être la réflexologie pourra apporter quelque chose d'intéressant auprès des gens très très stressés, vu que on était déjà nous situés en tant que professionnels de la gestion du stress, donc c'était un domaine où on s'est retrouvé au commun. Donc le stress, il est très important pour les réflexologues, et c'était aussi intéressant pour les médecins qui ont considéré que c'est un domaine qui aujourd'hui prend de proportions importantes. C'est un domaine qui peut toucher le bien-être, qui peut toucher la santé, qui peut toucher la prévention. Donc ce cadre de gestion de stress au titre large, il intéresse toutes les professions de santé, médico-paramédicaux, ainsi des professionnels du bien-être. Voilà, donc d'où cette explication au niveau de burn-out. Donc il fallait fixer les objectifs. Premier objectif, oui, on va travailler sur le burn-out. Quelles sont les échelles scientifiques validées qui existent? Donc c'est le BMS10 et MBI que vous pouvez trouver facilement sur les réseaux. Et le deuxième objectif, c'est travailler sur l'amélioration des symptômes associés au burn-out. Donc c'est la deuxième échelle MBI. Voilà les deux échelles qu'on a fixées pour pouvoir travailler cet accompagnement. Effectivement, il y avait le choix. L'idéal serait de faire un essai clinique, mais pour cela, c'était très compliqué avec Dr Jacquet qui peut-être dira un petit mot davantage sur les problématiques d'effectuer un essai clinique avec les techniques de réflexologie et comparer des groupes placebo. C'était jusqu'à présent pas fait en France. On a trouvé des travaux qui ont été faits d'une autre façon dans d'autres pays, en Japon, en Suisse, en Allemagne, en Amérique. Donc c'était pas évident de trouver des groupes comparateurs, car il a fallu trouver des massages, peut-être faire des groupes de comparaison entre un massage du bien-être avec la réflexologie, mais bon, vu que c'était assez complexe de mettre tout ça en place, on s'est focalisé de travailler qu'avec des techniques réflexes dans le cadre de notre centre de formation. Et donc on a appliqué les réflexologues. C'est une étude donc en ouvert, pluricentrique, parce qu'il y a plusieurs centres de cabinet des réflexologues professionnels RNCP qui sont impliqués dans cette étude et qui reçoivent des personnes dites très stressées qui correspondent aux critères au niveau du burn-out au sein de leur cabinet, en suivant bien sûr le schéma de cette étude, en respectant bien les consignes qu'on leur avait données, transmises et qu'ils ont eux-mêmes le cahier de charge avec les cahiers d'observation. Donc on a essayé de rester dans un cadre protocolaire bien précis. Et on organise souvent, tous les 2-3 mois, des réunions pour voir l'évolution de ces études et des cas qui peuvent éventuellement surgir lors de l'étude. Bien sûr, ce cahier de charge, il a été fait d'une façon qui soit compréhensible par tous les investigateurs de l'étude. Donc, tous les réflexologues ont été initiés à plusieurs reprises. On a bien décrit les objectifs, on a bien décrit les échelles. Les réflexologues s'engageaient avec des fiches de consentement. Donc tout ça, je vous l'ai dit, voilà tout à l'heure. Voilà, là c'est une première échelle BMS10 qui répond au besoin d'évaluer le score du degré exposition burn-out. Donc les sujets qui s'impliquaient dans notre étude remplissaient l'échelle, et si le score, comme il nous a été donné comme un critère d'inclusion, puisque 4 révélaient un burn-out assez important. Donc les critères sont déjà de base très stricts. On avait beaucoup de personnes dites stressées à risque exposition burn-out qui étaient plus 3,8, 3,7, 3,5, 3,6. Mais Dr Jacquet, il a dit non, il faut que ce soit le score à 4 pour qu'on puisse être le plus crédible possible.
Et l'échelle BMS, donc BMBI, elle regroupe plusieurs items, donc 22, et bien sûr, elle évalue 3 familles de symptômes, dont l'épuisement professionnel, dépersonnalisation et l'accomplissement personnel. Donc cette étude devait nous permettre et va nous permettre de voir quand on va arriver à un nombre de sujets qui nous a été demandé. On est à mi-chemin pour l'instant. On pourra voir si effectivement les techniques réflexes peuvent être intéressantes dans le cadre d'accompagnement des personnes exposées à ce risque assez important au niveau de burn-out avant qu'elles tombent dans l'état de burn-out, donc en prévention, avec un score assez élevé au niveau du stress, avec des marqueurs qui vont nous montrer qu'il y a un épuisement professionnel important, qu'il y a aussi une dépersonnalisation et que l'accomplissement personnel n'est pas présent dans leur cadre professionnel au quotidien. Donc voilà, il a fallu définir les critères d'inclusion, l'âge, les scores, comme là je viens de vous dire, le score qui était donné à 4. Quels sont les critères de non-inclusion et d'inclusion? Donc les personnes qui étaient déjà sous traitement médicamenteux en anxiolytique ou antidépresseurs étaient exclues de notre étude, parce qu'on voulait vraiment travailler avec les personnes qui n'avaient pas un traitement médicamenteux thérapeutique en cours, qui ne sont pas en arrêt de maladie non plus. Donc vous voyez, quand on cumule un peu tous ces critères d'inclusion, eh bien effectivement le cadre devient assez, pas limité, mais il nous limite dans le champ d'intervention auprès des sujets, car la plupart à 4 sont déjà limite burn-out. Donc la limite, elle est vraiment très fragile. Et bien sûr, trouver le nombre de sujets qu'on peut inclure. Il a fallu regarder toutes les bibliographies possibles au niveau de la recherche scientifique validée dans le PubMed. Donc ça, on n'a pas eu l'occasion de voir vraiment pour le burn-out. Donc le docteur Jacquet nous a dit, vous allez partir sur une base de 30 sujets, voire 40, si effectivement vous les trouvez facilement. Au début, tous les réflexologues étaient bien motivés parce que on s'est dit c'est facile, dans nos cabinets on voit que des gens très très stressés pour les détendre, mais en fin de compte non, c'était pas si simple que ça, parce que ils ne rentraient pas dans les critères d'inclusion. Cela veut dire leur score, quand on leur passait les échelles, n'était pas à 4, ils étaient très peu, et on s'est dit oui, c'était des personnes qui étaient en accompagnement régulier, en suivi régulier, donc leur niveau du stress psychocorporel n'était pas vraiment un critère d'inclusion, on n'a pas pu faire ce champ. Et donc il a fallu vraiment chercher des personnes qui n'étaient pas travaillées par des pratiques manuelles de relaxation. Et c'était pas si simple que ça, donc on a un peu élargi par différents réseaux de communication l'information auprès des médecins, auprès des psychologues, auprès d'autres thérapeutes dans l'accompagnement en relation d'aide à la personne. Et petit à petit, voilà, ça commence à prendre un peu de tournure et on voit bien un petit peu ce que ça donne. On avait donc, à court terme, les objectifs, c'était donc d'abord s'entraîner et se former aux contraintes pharmacologiques. Si on veut vraiment un jour faire une vraie essai clinique par la réflexologie, il faut vraiment qu'on a déjà des belles bases de cette méthodologie scientifique pour aboutir à une crédibilité et collaborer autrement avec toute la recherche clinique aussi possible. Et bien sûr, publier nos travaux de recherche dans des revues scientifiques internationales, scientifiques françaises. On a maintenant Hegel, dans lequel on a déjà commencé à publier certains articles sur la réflexologie. J'espère que ça va évoluer davantage. Donc c'est une étude pilote qui n'est pas terminée, mais on voit déjà que les résultats sont assez intéressants. Il fallait élaborer les contrôles, donc c'est selon le cahier de charge, c'est une séance par semaine, et lors de chaque séance, on a des critères de contrôle par rapport aux critères d'inclusion, aux critères de non-inclusion pendant l'essai, parce qu'il peut y arriver que pendant 3e ou 4e séance, la personne, le médecin traitant l'arrête et il la soumet aux médicaments antidépresseurs ou anxiolytiques, ce qui peut arriver parce qu'en fait il y a une méconnaissance, ce qu'on a constaté
constaté, pas seulement chez le corps médical, mais aussi chez les professionnels du terrain, le palier d'adaptation. Le palier d'adaptation, c'est un phénomène très intéressant à prendre en compte, car c'est un palier d'adaptation qui touche tout mode d'accompagnement des personnes, soit dans un domaine thérapeutique médicamenteux, soit en dehors du cadre thérapeutique médicamenteux. C'est un palier, un laps de temps dans lequel la personne, par exemple, elle va évoluer avec des manifestations très bien dans le bien-être. Une première séance, tout va très bien. Une deuxième séance, tout va très bien. Une troisième séance, tout va très bien. Et à la quatrième, c'est souvent le cas parce qu'on a des graphiques. Et demain, avec notre workshop, l'atelier avec Dr Valero, on va présenter justement ces différents cas qui expriment les paliers d'adaptation, qui sont en fait des marqueurs qui peuvent tromper, induire un jugement, un bilan. C'est un palier qui nécessite un temps de pause. Un temps de pause parce que le corps, le métabolisme a reçu énormément d'informations au niveau des stimuli divers et variés et que ça peut induire en erreur de croire qu'il y a une régression de cet état qui commence à fonctionner. Et c'est un palier d'adaptation qui ne dure pas en règle générale plus que 2-3 jours, le temps que ça se réajuste et que ça se réhabilite par rapport à toutes les potentialités, ce qu'on appelle le potentiel vital fonctionnel des organes et des glandes. Vu que les techniques réflexes jouent sur une stimulation, il y a un postulat par rapport à ces techniques qui dit que au niveau des terminaisons nerveuses sur les extrémités du corps, au niveau pieds, mains et visage, le dos, tout le corps d'ailleurs, on retrouve des zones nerveuses qui sont étroitement liées et associées aux zones neuroréflexes. Et c'est par ces trajectoires neuroréflexes que les informations sont transmises aux aires sensitives et motrices du cortex et diffusées dans le système nerveux central périphérique et le système neurovégétatif, ortho-para. Donc, c'est des techniques qui régulent, si on peut dire comme ça, à distance, un fonctionnement viscéral en utilisant une cartographie précise, en utilisant le postulat, en utilisant des techniques réflexes qui visent correctement cette stimulation. Et pendant toutes ces années, on a constaté qu'effectivement, c'est souvent lors de la troisième, après la troisième, entre la troisième et quatrième, qu'il y a un pic assez important d'une aggravation du problème. Hein. Ça peut être autre problème associé à lésions primaires, ce qu'on dit aux problèmes primaires. Il peut se greffer des lésions tertiaires, secondaires, tertiaires et autres. Mais voilà, quand on sait que c'est un palier d'adaptation, on permet par un mode d'accompagnement aussi psychologique à la personne de se retrouver face à ce palier, de rester un petit peu en temps de pause. Le réflexologue ne va pas appliquer des stimulations, il peut laisser en repos ou appliquer des techniques de relaxation pour permettre que ce palier d'adaptation se passe dans de bonnes conditions de réajustement de ce potentiel vital fonctionnel des organes et des glandes. Donc, on a eu 3 sujets qu'on était obligés d'écarter de l'étude, avec lesquels les réflexologues ont démarré. Et c'est un peu dommage, c'était à la 4e séance qu'ils n'ont pas pu poursuivre cette étude à cause que le médecin traitant les avait arrêtés, vu cette aggravation qui est passagère, mais qui n'était pas certainement comprise ou bien assimilée par rapport à ces paliers d'adaptation, qui sont très très importants. C'est des paliers d'adaptation pas seulement psychocorporelle, mais neurophysiologique. Voici quelques graphiques. J'espère que vous allez bien voir. Alors, par exemple, au premier rang, à la première consultation, on voit le score qui était, moi j'ai pas pris mes lunettes, ça c'est très sympa. Elle est venue avec un score assez important, un score qui était, si vous voyez bien, 4. Alors attendez, est-ce que ça, oui. Ici, à la première consultation, le score il était à 4,8, non ? Qui voit très bien de loin. Et en fait, à la dernière consultation, on voit que le score BMS 10, il était à
voilà, donc on a gagné au niveau des points et également au niveau diminution des symptômes. Donc ça, c'est le niveau du stress de burn-out. On voit que de la première consultation jusqu'à la dernière, ce niveau à l'exposition, le risque d'exposition, au burn-out a diminué, ainsi que l'épuisement professionnel et la dépersonnalisation. Ce sont des items en vert et en jaune qui, on voit qu'à travers nos séances régulières, diminuent. Donc ça, c'est un des cas qu'on a bien accompagné au travers de ce protocole et qui nous confirme qu'effectivement, ça fait du bien. Mais il n'y a pas qu'un seul cas. On a un autre, par exemple ici, c'est pareil. La personne est venue, avec... Voilà, pareil, à la première consultation avec un niveau de score plus que 4, parce que de toute façon, un des critères sur l'échelle BMS10, c'est minimum score de 4. Donc, pareil, la personne est venue avec un niveau assez élevé, et on voit que à la dernière consultation, son score a baissé à 2, et quelques. Vous voyez ici, au niveau du cadrage rouge, et en fait, à la dernière consultation, presque inexistant. Et on voit également que tout ce qui est en vert est jaune, et vous voyez ici une montée. Donc ce sont des paliers d'adaptation dans lesquels on peut avoir des références muettes et qui, quand on commence à travailler, se révèlent lors des continuités des soins et s'expriment à une prochaine séance. Et on voit que par rapport à ces courbes, en fait, ces graphiques, les choses diminuent à tel point que la dépersonnalisation a été flagrante je vois pas bien, je pense, la 3e consultation. Et après, en fait, il n'y avait pas cette manifestation symptomatologique. Et on a également amélioré la baisse de l'épuisement professionnel. Et l'accomplissement personnel, c'est l'item qui doit être le plus élevé. Vous voyez bien? Oui. Et un autre cas, un autre sujet aussi, on voit bien que la personne vient avec un niveau élevé, donc vous avez compris, selon les critères d'inclusion, il faut être plus que 4, et en fin de compte, on arrive à les baisser même au-dessus. Vous voyez ici la référence, très faible degré de burn-out, et nous, on était tout le temps, en fait, ils arrivent avec une présence de burn-out, voire degré élevé, et on arrive à les baisser dans ces références ici, en améliorant effectivement les items suivants. Et on a plein de graphiques, mais ça c'est pour... voilà. Pour terminer, la conclusion, les pile c'est trop tôt pour conclure, mais ce qu'on a constaté, sur les 30 sujets, on a une quinzaine de sujets déjà finalisés. Tous les scores sont identiques, cela veut dire une amélioration nette par rapport aux symptômes, par rapport à la baisse du niveau du stress. Voilà, donc on espère qu'il y aura un espoir pour continuer. Je vérifie si, voilà, comment je reviens, je pense comme ça. Voilà, donc j'espère que ça va attirer l'attention des professionnels de santé pour qu'on puisse avancer davantage dans nos partages d'expériences du terrain et trouver des moyens qu'un tel essai, s'il doit se mettre en place sur le plan clinique, eh bien, il est coûteux également, mais tout dépend au niveau de l'échelle sur la prise de charge des malades de burn-out. Il faut voir le phénomène sociétal aujourd'hui, l'évolution de burn-out dans les années à venir, où on prédit en 2020 par l'Organisation mondiale de santé qu'il y aura énormément de problèmes par rapport à cette problématique qui commence déjà maintenant et qui touche tous les domaines. Donc, ça peut être intéressant de se poser la question si les pratiques comme les nôtres peuvent faire quelque chose dans le domaine d'intervention non médicamenteuse. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.